Je suis dans les Alpes de Haute-Provence, sur un glacier rocheux. J'ai marché pendant 7 jours. C'est l'éco-traversée de la vallée de l'Ubaye pour essayer de comprendre, grâce à des experts dans leur domaine, comment la montagne est en train de changer à cause du réchauffement climatique et comment tout cela va peut-être changer notre vie. C'est parti. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le parc national du Mercantour et plus précisément dans le vallon du Lausannier. Je vous présenterai toutes les actions qu'un parc national peut mener dans un espace protégé comme celui-là. Sachant qu'on a des actions de connaissance, de gestion, de préservation. Ouais, à ce que je vois, c'est farci de marmottes ici, ouais. Mais c'est aussi farci d'humains qui viennent se prélasser et passer un bon moment dans cet espace qui est pourtant protégé. Comment se passe la cohabitation entre les humains et les marmottes à ce stade? Plutôt bien parce qu'on essaye de préserver la quiétude des colonies. On fait pas mal de pédagogie pour demander aux randonneurs d'éviter et de limiter les interactions avec les colonies de marmottes. Et donc vous verrez par endroit, on maintient ce qu'on appelle des petites zones de quiétude qui sont matérialisées par un petit cordon et surtout on demande aux randonneurs d'éviter de donner à manger aux marmottes. Okay. Parce que le nourrissement n'est pas naturel pour cette espèce. Ça peut entraîner des désordres physiologiques. C'est une amie vidéaste animalière qui m'a renseigné sur ce sujet-là aussi. Elle m'a dit qu'une des sources de stress très importantes pour les marmottes, c'est justement le développement de la photographie animalière. Tout le monde s'y met et veut avoir le gros portrait en gros plan de la marmotte. Et ça, c'est pas bon du tout parce que du coup, on rentre dans leur espace. En plus, on aime bien quand elles sont debout, ce qui est en fait plutôt une position quand elles sont stressées. Donc pas top ça non plus, non? Oh, tout à fait. Effectivement, si on veut faire un cliché de marmotte, c'est tentant. Il y a la marmotte qui est perchée là, à 10 mètres de soi. Et on va essayer de s'approcher à 8 mètres, puis pourquoi pas à 5 mètres, ouais. Etc. Jusqu'à ce qu'elle s'enfuit, qu'elle se cache dans son terrier, parce qu'on aura dépassé sa distance de fuite en fait. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'un seul randonneur, il va se dire c'est pas très grave, elle s'est enfuie, elle va revenir. Sauf que là, on est sur un site qui peut potentiellement être fréquenté par plus de 1000 personnes par jour. Donc vous imaginez 1000 photos par jour, la marmotte, elle ne sort jamais de son terrier. Et si elle ne sort pas de son terrier, elle ne peut pas se nourrir. Et si elle ne peut pas se nourrir, elle ne passera pas l'hiver tout simplement. Donc les photos, ça tue aussi en fait. C'est fou, mais quand on est à 1000 personnes dans un espace comme ça tue. Annuellement, on a une équipe du parc qui vient faire des campagnes de mesure sur ce lac. On constate quand même une petite évolution, notamment au niveau des températures. En surface, on connaît la date où l'eau dépasse les 10 degrés. Les années passées, typiquement, c'était entre le 25 et le 30 juin. C'était très régulier. 25-30 juin, ça dépassait 10 degrés. Donc, et l'an passé, 22 mai, un mois d'avance, même plus qu'un mois d'avance. Donc juste énorme, quoi. Je serais curieux de voir le résultat de cette année, mais je pense que ce sera plus près de 2022 que de 2021. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser l'impact de l'homme sur cet écosystème très particulier qu'est la haute montagne. Alors l'impact direct, l'impact de nos pratiques immédiates, mais aussi l'impact du changement climatique. C'est un espace dangereux et qu'il devient de plus en plus à force que les émissions de CO2 augmentent, que la température se réchauffe, que ça gèle de moins en moins là-haut. Mais alors moi, j'y connais vraiment pas grand-chose. C'est tout l'intérêt de cette éco-traversée, c'est de rencontrer des experts, rencontrer des personnes passionnées qui vont nous expliquer tout ça. La journée est sous le thème de la géologie. On a une intervenante qui est au taquet et qui est vraiment passionnée, donc ça devrait être très intéressant. Est-ce que les échelles de temps géologiques t'amènent à regarder avec un regard un peu détaché les problèmes humains, comme le changement climatique et tout? C'est peut-être encore pire du coup, parce que en étant habitué à manipuler les millions d'années, je me rends plus compte que nous, à l'échelle humaine, on n'est rien. Homo sapiens, c'est 300 000 ans, 0,3 millions d'années. Et les australopithèques, les plus vieux, c'est 7 millions d'années, alors que la Terre a 4500 millions d'années. Et en étant rien par rapport à la Terre, on arrive à avoir un impact énorme.
Et c'est assez déconcertant quand même. Ouais. De réaliser encore plus la signification de l'impact de l'homme. Grimper ces pentes qui se sont formées il y a 250 millions d'années, en réalisant les dommages qu'on a causés en même pas 200 ans, ça donne à réfléchir. Je me retrouvais confronté à l'indifférence de la montagne. Ça te remet à ta place, hein. Alors Delphine, c'est une des accompagnatrices du groupe et j'aimerais bien que tu me fasses un petit topo sur que faire quand on a un énorme patou devant nous. Alors, de toute façon, en fait, dès qu'on voit un troupeau de moutons, le mieux c'est d'essayer de voir si déjà on peut le contourner. Si c'est pas possible et qu'on va devoir se rapprocher du troupeau, effectivement le patou il va se rapprocher de nous. Un patou, deuxième patou. Et parce que c'est son travail en fait de protéger les moutons. Et il va venir voir si on a une menace potentielle pour le troupeau. Donc le mieux c'est de s'arrêter si le patou est vraiment à notre niveau. Et du coup il va en fait nous observer, nous sentir, parfois il peut nous tourner autour, nous aboyer dessus, mais ça veut pas dire qu'il va nous agresser, c'est sa manière de faire. Donc le mieux c'est de s'arrêter, on lui parle gentiment. Ensuite on peut continuer de marcher tranquillement. Il va sûrement nous suivre encore, peut-être encore aboyer, mais c'est pas grave en fait, il faut continuer sereinement et il va nous laisser partir quand on sera plus loin du troupeau. Moi j'ai appris aussi que apparemment c'est un langage universel chez les canidés de bâiller pour signifier qu'on veut pas se fighter. Ça peut être utile de faire un gros je suis bien calme. C'est un truc de ouf. Ils viennent de voir un loup. Putain, il y a un loup. C'est pas chaud. Là, il est vraiment dans l'herbe. Il nous regarde. J'ai vu le loup. Dis donc, c'est vraiment une éco-traversée. Hein. C'est trop stylé. Précision d'importance, aujourd'hui on fait 8 heures de marche, 1300 mètres de dénivelé positif sur 13 km. Donc il faut qu'on carbure un peu en plus. En plus de tout apprendre sur la géologie bien sûr. Donc ça c'était cette mer, cet océan Tétis, il a commencé à s'ouvrir. On finit la journée avec 400 mètres de dénivelé. Moi je commence à avoir vraiment mal aux pieds et c'est chiant. Mais c'est beau. Après l'effort, le réconfort. Bon, lentilles, betterave, maïs, bon appétit. Merci. Notre fine équipe a été rejointe par 2 fonctionnaires de l'ONF et un glaciologue. Une vue sur les glaciers, ça se mérite. Hugo, toi tu bosses avec le service de restauration des terrains en montagne de l'Office national des forêts et je me demandais, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le changement climatique en fait impacte la gestion des risques en montagne? Principalement, nous, ça va être des orages ici, parce que on traite beaucoup l'aspect torrentiel, mais ça peut être aussi des épisodes de neige, donc des hivers sans neige ou très peu de neige, et on ne sait pas pourquoi un cycle des hivers beaucoup plus neigeux, et où il va y avoir donc du coup beaucoup plus de problèmes d'avalanche. Et après un autre volet aussi, ça va être l'adaptation des essences forestières au changement climatique, donc les arbres.
avec des dépérissements. Et ça, pour limiter l'érosion, le végétal, il est très important pour nous. C'est lui qui fixe le sol, qui va éviter ce qu'on appelle l'effet splash, c'est-à-dire la goutte d'eau qui arrive fort au sol et qui va rendre meuble le sol et ensuite va créer de la boue de proche en proche. Et ces essences-là, il y a des endroits où on a des problèmes de dépérissement, de pin, parce qu'il n'y a plus assez d'eau à certains endroits. En 2008, il y a le glacier Chauvet qui a fait une débâcle. Donc en fait, le lac se vide. Ça fait une coulée de boue, de gravats jusque dans l'Ubaye. Mais par contre, ça a quand même augmenté le volume de l'Ubaye considérablement. Ça a monté le niveau d'eau de 50 cm. Et par chance, c'est arrivé 10 jours ou 15 jours après le pic de crue qu'on a eu. Heureusement que c'est pas arrivé ensemble, quoi. Voilà. Alors glacier blanc, on va utiliser ce terme pour tous les glaciers qui sont propres, on va dire. Le glacier couvert, c'est un glacier où normalement dans sa partie haute, vous devez trouver de la glace et puis petit à petit il se fait recouvrir. Le glacier de Chauvet, c'est ça. Mais en fait, si vous creusez là, c'est de la glace dessous. Donc dans le vallon, il y a de la glace dessous. Et puis la troisième sorte de glacier, ça va être des glaciers rocheux. Et en fait, pourquoi on parle de glacier rocheux? Parce que c'est un mélange de glace propre et de rochers, mais dans une proportion qui peut aller jusqu'à 60-70% de rochers. Le glacier rocheux du Chambéron, si vous regardez, ça ressemble un petit peu à du sable qu'on aurait vu sur une plage et qu'on aurait poussé avec le pied, où ça fait plein de bourrelets qui s'empilent et ça fait ses lobes. Et donc on voit que ce truc-là, il a une forme un peu en goutte d'eau et puis il prend sa source dans un couloir. Ça va permettre au glacier rocheux de se former. Parce qu'a priori, à cet endroit-là, vous avez beaucoup de rochers qui doivent tomber. Et on va aussi avoir de la glace. La pente qui descend dans le lac, là, on ne peut pas monter dessus, quoi. C'est très très raide. Si vous n'avez pas de glace dessous, vous ne pouvez pas conserver une pente si raide. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu voir si votre glacier rocheux il est en forme, quoi. D'où le titre de docteur en glaciologie, quoi. Du coup, en fait, dans ces montagnes, on a une altitude qui permet d'avoir du permafrost. Il fait suffisamment froid en moyenne dans l'hiver, dans l'année, pour qu'en fait, il y ait à l'intérieur de la montagne de la roche, de la terre, du sable qui sont gelés. Et c'est ce qui maintient aussi la montagne dans sa forme actuelle, mais avec le réchauffement climatique, la fonte de ce permafrost. Il peut y avoir des écroulements, des chutes de pierres. Des pans entiers de la montagne qui sont plus cimentés parce que ça s'est réchauffé. C'est ça, voilà, c'est vraiment la glace qui joue le rôle de ciment. C'est un peu la hantise des montagnards, notamment des guides. Bienvenue en Italie! Ça c'est bon. Faire Ça c'est bon. Ça Hugo c'est la rit montagne. dans l'orage. Venez. C'est l'orage de grêle. L'orage a vraiment duré juste 10 minutes, mais tout est recouvert de cette glace. Et là, on a le parfait mélange pour créer des torrents apparemment, parce que la pierre, elle était toute chaude, et la grêle qui tombe, elles fond instantanément, et voilà, ça descend. Des torrents nouveaux, de l'érosion nouvelle, de la montagne qui disparaît. Juste là. Ouais, t'as eu l'orage là, t'as eu les éclairs. Quatrième jour de marche qui commence en Italie. C'est une journée faite de col. Là, on est vraiment ré dans le pentu. Hein. Regardez l'ONF. L'ONF tout chousse. Ça s'appelle la ramasse. La manière de descendre comme ça. Jamais fait un trek comme ça avec autant de monde, mais franchement, c'est sympa. Allez, couvert. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire un truc qui va être visité. Aujourd'hui, on va grimper sur le glacier. Ça va être le feu.
suis un peu ému, parce que je crois que c'est la première fois que je vois un glacier d'aussi près. Je crois même que c'est la toute première fois que je vois un glacier en fait. Mais le changement, il est énorme du coup en 100 ans. Le changement en 100 ans est énorme, ouais. Vu que ce glacier il est pas blanc, il est protégé en fait par les rochers. Alors comme ça on le voit pas, mais en fait il y a 4, 5, 6 mètres de rochers avant de trouver les premiers bouts de glace. Et donc ce glacier va mettre un peu de temps à répondre au changement climatique. 10, 15, 20 ans, 30 ans, avant que l'onde de chaleur elle pénètre à l'intérieur. Mais ils sont importants pour la ressource en eau. Ce matin on a rencontré une bergère qui elle est directement impactée parce qu'une partie de l'eau provient de la fonte de ce glacier. Les plus gros changements, nous, sur le pastoralisme et sur la ressource en herbe, c'est vraiment ces 2 dernières années. L'été dernier qui a été vraiment catastrophique au niveau de la sécheresse. Et cette année, on a été sauvés par les pluies de printemps, mais sinon c'était parti pareil. Et en fait, au niveau du pastoralisme, la fonte des glaciers, c'est un problème, mais c'est surtout le manque d'eau sur l'année. Parce qu'en fait, il y a quand même, bon, ici on a la chance d'avoir un glacier, mais il y a quand même énormément de montagnes où il n'y a pas de glacier. Et du coup, la seule ressource en eau, c'est la neige l'hiver et les pluies de printemps qui sont de moins en moins régulières ou décalées. Donc il y a énormément de montagnes où ça va être très problématique pour le pastoralisme, pour la ressource en eau, pour le tourisme et tout ça, et aussi pour les animaux sauvages, parce qu'il y a vraiment des coins où, l'année dernière par exemple, il y a des bergers qui ont monté de l'eau en bouteille en montagne, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'eau du tout. Donc c'est de plus en plus aléatoire et en fait c'est difficile de s'adapter parce que d'une année sur l'autre on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que chacune des actions à l'échelle individuelle, à l'échelle d'État, de collectivité, nous fait changer petit à petit des scénarios les plus pessimistes vers des plus optimistes. Mais les études faites sur des glaciers, même dans les Alpes françaises, nous montrent que d'un scénario à l'autre, on peut gagner 10, 20, 30, 40 ans de vie sur un glacier. Et pour certains glaciers, c'est juste scénario le plus optimiste, on garde notre glacier, le plus pessimiste, en 2050, il n'y en a plus. Donc je pense que c'est ça qui est important, de se dire que finalement, quand des actions sont menées, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, même si peut-être que je suis convaincu, mais dans mon quotidien, j'arrive pas à faire le nécessaire, ce qui est fait, c'est déjà mieux que rien, et potentiellement, ça porte ses fruits.